Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et quelle joie de vous retrouver ce jeudi. Ça va, Philippe David? Bonsoir Cécile de Ménibus, ça va très bien, puis je suis content parce qu'on est jeudi. Oui. Et vous savez, les jeudis, il y a toujours une vraie voix très clairvoyante qui nous disait jeudi dernier que Mbappé était nul, que le PSG n'allait pas se qualifier. Et après 4 buts marqués à Barcelone et un doublé de Mbappé, vous permettez que je termine? Pas dit qu'il allait pas se qualifier. Vous l'avez taillé. Je suis content d'avoir une vraie voix qui a toujours des vues productive, intelligente, visionnaire, comme sur Kylian Mbappé. Je voulais vous dire, ça fait 7 ans que je vous connais. Vous avez jamais été foutu de donner un bon pronostic. Mais si j'ai dit que le PSG allait se qualifier. Oui, d'accord. Philippe, moi j'ai pas dit qu'il allait pas se qualifier. Moi je me suis planté, j'ai perdu mon temps. Non, moi j'ai pas dit qu'il allait pas se qualifier. Vous pouvez le ressortir. J'ai dit juste que Mbappé était nul et je ne vois pas ce que vous avez trouvé de brillant dans son match retour. 2 buts. Non mais si vous restez sur les statistiques, bien sûr. On ne dit pas qu'un joueur est nul. Non, écoutez, on va pas recommencer sur Mbappé. Je sais qu'on peut pas toucher Mbappé dans ce pays. Je n'ai jamais dit que le PSG n'allait pas se qualifier, jamais. Vous pouvez ressortir le sang. Donc ça, c'est vos fantasmes. Par contre, quand vous donnez un pronostic... Ah non, c'est pas ça, c'est fantasme. Mes fantasmes, c'est pas ça. Non, si, le football, c'est votre fantasme. Voilà, vous n'avez jamais réussi à donner un pronostic et d'ailleurs, à jamais, je resterai la première. Excusez-nous. On a pris l'antenne il y a 2 minutes, on s'engueule déjà. C'est bon, c'est bon. À jamais, quand j'ai parié l'Argentine championne du monde 15 jours avant le début de la compétition et vous l'avez en travers. Françoise, donc il est clair qu'on n'aura pas besoin de vous présenter. Allez, on vous souhaite la bienvenue. Mais en même temps, exactement, vous avez raison, puisqu'il vous attaque. Il raconte n'importe quoi. C'est vraiment, il y a un côté un peu bof chez lui. Écoutez, Françoise, ça fait quand même 2 ans que je vous dis que Philippe David raconte n'importe quoi. Vous en avez la preuve? Pas toujours. La preuve que vous racontez n'importe quoi. Pas toujours, mais parfois. Allez, on vous souhaite la bienvenue dans cette émission qui démarre très bien. Le sommaire à 17h30, le grand débat du jour. 2 mineurs placés en garde à vue après l'agression sauvage d'un travailleur socio-éducatif à Grande-Sainte. C'était dans le Nord. Le Parisien annonce que les 2 suspects de 14 et 15 ans auraient tendu un piège à la victime en simulant un rendez-vous galant pour une jeune fille. Réaction de Xavier Bertrand, le président de la région. L'excuse de minorité ne doit plus être une règle. Alors parlons vrai. Faut-il supprimer l'excuse de minorité et si oui, à quel âge? Est-ce que l'ultraviolence de certains mineurs ne s'explique pas par l'impunité dont bénéficient souvent les mineurs pour X, Y, Z délits commis? Est-ce que le problème, c'est pas l'absence d'autorité de la famille, de l'école, de l'État? Et à cette question, l'excuse de minorité de 1945 est-elle encore adaptée à la société de 2024? Vous dites non à 94%. Vous voulez réagir? Zach attend vos appels, au 0826 300 300. Et notre invité du jour sera Lionel Tivoli, député RN des Alpes-Maritimes, auteur d'une proposition de loi pour abaisser la majorité pénale à 16 ans. Et puis le coup de projecteur des vraies voix, 18h30, l'addiction d'une partie de nos adolescents à la violence. C'est le constat de Gabriel Attal en déplacement à Viry-Châtillon ce matin. Une ville récemment endeuillée par la mort de Shemseddine, 15 ans tabassé par des messages échangés, suite à des messages échangés avec une jeune fille. Le Premier ministre entend déclencher un sursaut d'autorité en réformant la justice des mineurs et en luttant contre l'oisiveté. Alors parlons vrai, est-ce que ce Grenelle annoncé pour les 100 jours, pile poil, ce n'est pas un coup de com'? Parlons vrai, le gouvernement est-il prêt à faire face à la montée de la violence des jeunes? Est-ce que vous craignez que ce Grenelle, ça finisse comme les archives des grands débats avec les gilets jaunes, dans les archives des préfectures? Et à cette question, Grenelle sur la violence des mineurs, y a-t-il une prise de conscience? Vous dites non à 91%. Vous voulez réagir? Zach attend encore et toujours vos appels au 0826 300 300. La dramaturgie de Philippe David. On vous souhaite la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 19h. Zach attend. Les vraies voix Sud Radio. Paul Zach. C'est Zach qu'on embrasse, bien entendu. Et puis, vous l'avez entendu tout à l'heure, Françoise Degois est avec nous, éditorialiste Sud Radio. Dommage. Oh, mais qu'il est il est lourd, dingue. On s'adore en plus, mais les gens vont finir par croire qu'on se déteste, mais je vous assure qu'on s'adore. Il m'a pas dit ça hors antenne. Non, Philippe Bilger est avec nous. Ça va, mon Philippe? Très bien. Je trouve que les débuts des vraies voix font très originaux le mardi et le jeudi. Vous voulez que je m'en prenne à vous mardi prochain? Non, mais pas forcément à moi, mais mon Dieu, ça peut tourner, Philippe. Vous pourriez pas essayer Amour, gloire et beauté. Vous pourriez pas essayer un peu de vous en prendre à Ménard, Sébastien de son prénom, qui est toujours là le jeudi. Voilà. Ça vous changez votre obsession obsessionnelle, voilà. Non, mais il n'ose pas. Il n'ose pas, il a peur. Oui, je vais vous dire pourquoi. Parce que Sébastien est entrepreneur dans la food tech, il est consultant et il est président de comité éditorial du journal quotidien Presse Libre. Et donc il n'ose pas. Et je ne sais pas me faire défoncer dans Presse Libre.
J'imagine un peu. Tout est dit. Dans cette phrase simple, tout est dit. Absolument. Non mais vraiment, c'est minable. Et on pensait qu'on était un média à part. Oui, tu parles, ça fonctionne de la même manière. En tout cas, on accueille aujourd'hui avec Fabrice qui est avec nous. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et Fabrice est en train de se dire pourquoi j'ai dit oui. Fabrice d'un très beau village Oloron-Sainte-Marie. Oh, super, c'est chez nous, super. Oh, c'est beau. C'est beau. Absolument. Bientôt la foire du 1er mai, bientôt. Ah, très bien. On va parler de quoi avec vous, Fabrice ? Alors des finances de la France et la manière de les traiter. Ah bah très bien, vous bougez pas, on écoute un petit message répondeur sur les 0826 300 300. Oui, bonjour, c'est un petit message pour les vraies voix. Écoutez, j'apprends aujourd'hui que c'est la Saint-Parfait, donc je pense que c'est la fête à Monsieur Bilger. Donc bonne fête Monsieur Bilger et bonne fête aussi à toute l'équipe, puisque de toute façon, ne changez rien, vous êtes parfait. Voilà, je vous embrasse de Montpellier, où malheureusement il fait pas beau aujourd'hui, mais ça ne va plus durer. À bientôt les vraies voix, c'était Sabine de l'Hérault. C'est trop sympa. Ça me fait plaisir qu'il y ait au moins une femme, vous, en plus de moi. Et celle qui est Lucie. Il y avait un RIB qui traînait sur votre bureau, c'est pas celui de notre auditrice. Non, ça fait plaisir. Non, elle a du goût, c'est tout. Elle a du goût, Sabine. Voilà, c'est tout. C'est dingue, c'est dingue. Bien sûr, c'est la veulerie dont vous faites preuve avec Philippe Bilger, vous tous les deux. Non, moi j'ai dit qu'il avait rincé l'auditrice, excusez-moi. Oui, c'est vrai que vous, ça va. Mais alors, c'est incroyable. Ça annonce déjà ce qu'on va subir à 6h, à 5h, à 17h45. Mais pas du tout, ma chère cette espèce de ligne il y a une intégrité morale. En fait, il y a les figures imposées et il y a celles et ceux qui sont à peine tolérés, comme vous et moi. Vous battez pour le jeu, vous trichez, laissez-moi au moins les vertus. Vous voulez qu'on fasse un radioton pour vous avec une cagnotte? Excusez-moi, on n'attaque pas les gens sur leur physique en parlant de radioton, s'il vous plaît. Bon, allez. Fabrice de Oloron-Sainte-Marie, rebonjour. La France va mal économiquement, c'est ce que vous avez envie de dire? Oui, absolument. Et alors, je sais que l'art est compliqué, en l'occurrence, mais gérer, avant tout, c'est prévoir. Et moi, j'en ai un petit peu assez d'avoir des dirigeants qui sont constamment dans la réaction. On réagit et on prévoit pas à l'avance. Et si j'ai envie de dire, on s'attaque du coup aux conséquences. Seulement quand vous vous attaquez aux conséquences d'un problème, vous réglez un petit peu le mal qu'il y a que ça provoque sur le moment, mais vous ne soignez rien du tout. C'est comme sur une maladie. Hein. Vous allez prendre un petit cachet de Doliprane, ça va vous faire passer le mal à la tête, mais vous savez pas pourquoi vous l'avez, et si vous traitez pas la base, on n'y arrive pas. Donc la cause, absolument. On est sans arrêt en train de traiter la conséquence et jamais la cause, et donc on s'en sort pas. Il a raison, Fabrice, Philippe Bilger. Mais il a raison, oui. Ah oui, mais je suis assez d'accord. Mais rappelez-vous cette phrase qu'on cite sans arrêt, ça sert à rien Elle avait l'air géniale cette phrase. Mais j'y suis. De refaire les mêmes choses en espérant des effets différents. De refaire les mêmes choses en espérant toujours toucher les conséquences quand on ne corrige pas les causes. Oui, c'est sûr. Voilà. Je l'ai un peu dégradé. C'est une phrase de Bossuet. Et je voulais juste dire peut-être pas, peut-être en effet. Notre auditeur a raison, Fabrice. mais Fabrice, bonsoir Fabrice, oui. J'entends ce que vous dites, et en plus, moi, ce qui m'a frappé hier, c'est quand même le rapport du Haut Conseil des finances, de la finance publique, vous savez, qui est cet organisme privé, mais qui travaille avec la Cour des comptes. C'est terrible sur la trajectoire budgétaire. Moi, j'ai rarement lu des choses aussi dures sur une trajectoire budgétaire insincère, avec une croissance qui n'arrivera jamais, des économies lacunaires, et en fait la conclusion de la Cour des comptes qui a étrillé la trajectoire budgétaire hier du gouvernement, c'est allé très loin. C'est allé très loin, c'est de dire soit vous êtes capable de trouver 65 milliards d'ici 2027, soit il faut arrêter les promesses électorales, les baisses d'impôts. Il faut augmenter les impôts. Et il faut arrêter les baisses d'impôts en 2025 des entreprises et des particuliers. Donc il est là le sujet. On peut pas rester, si vous voulez, le gouvernement ne peut pas continuer à mentir. Pardon, c'est vrai, je suis un peu long. Et en même temps, François. Et en même temps, la variable qui consiste à dire augmentons encore un peu plus la pression fiscale va nécessairement éloigner encore un petit peu plus la France de ses promesses de dynamique entrepreneuriale, de croissance, notamment à l'export, etc. Donc il faut, à mon avis, et mon avis à la limite on s'en fout, mais
mais il faut travailler sur les différentes strates administratives, sur ce dont on nous parle, mais depuis 30 ans. Alors, c'est souvent cette tarte à la crème du millefeuille administratif, mais regardez ce qui s'est passé. On a énormément décentralisé, mais on a toutes par exemple, je donne un exemple d'élu local qui est très concret. Les communautés d'agglomération, on les a créées. On était censé faire des économies. Malheureusement, ce sont souvent des surcoûts pour le contribuable. J'ai retrouvé la citation, c'est « Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils en chérissent les causes » et c'est bien Bossuet. Bravo. Bravo. Mais vous aviez raison sur Bossuet. Moi, je suis prête à vendre le concept du qui c'est qui l'a dit à l'international pour redresser les finances publiques. On fait une petite start-up. On fait une start-up. Ça vaut 65 milliards. Hein. Ouais. On fait une start-up. Non, mais attends, mais nous aussi, on défiscalise, on fait comme Total, on va s'installer notre siège à Amsterdam. Mais bien sûr. Au hasard. Bien sûr, défiscalisons, vous avez raison. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu et puis le réquisitoire du procureur. Alors, les finances publiques, Macron piégé par ses contradictions. On en parle dans un instant, soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19. Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue dans Les Vraies Voix. Merci de tous vos gentils messages que nous recevons sur les réseaux sociaux, sur notre répondeur. En tout cas, ça nous fait chaud au cœur parce que c'est vrai que nous travaillons tous les jours à vous accompagner, à vous donner la meilleure information possible et surtout à ouvrir les débats, les prises de parole, voilà, pour que vous puissiez vous faire un avis en tout cas et vous laisser la parole au 0826 300 300 et on vous remercie pour ça. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix, de quoi parle-t-on ? De cette conférence de Jean-Luc Mélenchon sur la Palestine, interdite cette fois par la préfecture du Nord, de Gabriel Attal qui en appelle au sursaut contre la violence des jeunes, et puis de cet élève de CM2 qui a ramené un obus pour la leçon d'histoire sur la Première Guerre mondiale ce matin dans l'Oise, 120 personnes évacuées. En 3 mots, ça donne conférence, sursaut et obus. Allez, tout de suite le réquisitoire du procureur. Les Vraies Voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et c'est sur les finances publiques que vous voulez requérir, monsieur le procureur. Oui, depuis que notre excellente animatrice avait mis en cause de manière très aimable mes compétences économiques, en quoi elle n'avait pas tort, depuis quelques jours, je m'intéresse réellement à l'économie et notamment je comprends parfois de quoi il s'agit dans un journal que je vous recommande, que vous lisez, qui est très clair sur ce plan, c'est l'Opinion. Ouais. Je trouve qu'ils ont des articles assez remarquables sur l'économie et donc j'ai fait de grands progrès, ma chère Cécile. Et donc, différence entre la dette et le déficit, par exemple. C'est assez intéressant. Il y a un grand article sur les finances publiques avec Emmanuel Macron qu'on accuse d'être piégé par ses contradictions. Pour ne pas être trop long, je ne voudrais pas vous résumer l'ensemble de l'article, mais la synthèse, si vous le permettez, je vais lire pour une fois. Pour le Haut Conseil des finances publiques, d'ailleurs Françoise l'a dit tout à l'heure, ça a été confirmé par un entretien cinglant de Pierre Moscovici. Pour le Haut Conseil, le gouvernement aurait dû choisir soit renoncer à revenir sous 3% de déficit en 2027 avec un effort plus limité, soit dégrader ses prévisions de croissance et prévoir des efforts sur les dépenses encore plus importants. Donc, en réalité, dans l'article lui-même, on dit qu'Emmanuel Macron a procrastiné et a agi trop tardivement et qu'en réalité, ça n'est pas le manque de recettes qui est le problème, c'est le fait qu'on n'a pas encore assez réduit les dépenses. J'espère que j'ai fait quelques progrès. Bravo. Bravo pour l'opinion. Oui, c'est normal que pour l'opinion, ça soit pas ça soit les dépenses. Il y a aussi un manque crucial de recettes avec la baisse d'impôts sur la productivité, etc. C'est 50 milliards à peu près. Mais je suis assez d'accord sur la qualité de l'opinion. Après, c'est une vision plus libérale. Mais surtout, on le redit, jamais la Cour des comptes n'a été aussi sévère avec un gouvernement. Une sévérité absolue, accusant quasiment le gouvernement de mensonge. Très court. Moi, je le répète, c'est ma casquette d'entrepreneur. Si vous voulez des recettes et si vous voulez quelque part les forces vives de la nation, à la fois les salariés, les employés et les entrepreneurs produisent de la richesse dans ce pays, il faut que le travail coûte moins cher. Alors pas moins cher sur les salaires. Moi, je suis pour augmenter tout le monde. Mais quand vous voyez que sur un salaire, quand vous donnez 1 300 € à quelqu'un, ça en coûte 3 000.
que fait l'État pour les 1700 € qu'il nous ponctionne. Allez, tout de suite les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots, Félix, qui sont conférences, sursaut et obus. Une conférence de Jean-Luc Mélenchon sur la Palestine interdite par la préfecture à Lille. Après déjà une annulation par l'université, le leader insoumis dénonce un abus de pouvoir de République bananière. Gabriel Attal en appelle à un sursaut, une mobilisation contre l'addiction à la violence de certains jeunes. Le gouvernement promet 8 semaines de concertation sur le sujet et des annonces avant l'été. Et puis 2 écoles évacuées dans l'Oise. Un élève de CM2 a voulu bien faire en ramenant dans son cartable un obus de la Première Guerre mondiale pour illustrer la leçon d'histoire. La maîtresse a appelé les démineurs. Les vraies voix Sud Radio. Un abus de pouvoir de République bananière. La réaction de Jean-Luc Mélenchon après l'annulation par la préfecture du Nord d'une conférence prévue avec la militante franco-palestinienne Rima Hassan. L'État invoque un risque de trouble à l'ordre public après déjà l'annulation d'une première conférence par l'université. Le logo de l'association étudiante organisatrice Libre Palestine avait alors fait polémique. On y voyait une carte englobant Israël, la Cisjordanie et la bande de Gaza. Déjà hier soir en meeting à Roubaix, le leader insoumis avait vivement dénoncé cette première annulation. Ils savent qu'ils mentent et ils savent que nous ne sommes pas des racistes. Ils le savent. Pourquoi à 70 ans, je suis devenu antisémite? Pourquoi vous pensez que c'est que ce Mélenchon est malin. Il est antisémite pour faire des clins d'œil au quartier populaire. C'est raciste de parler comme ça. Donc vous voulez dire que tous ceux qui vivent dans les quartiers populaires sont par nature antisémites. Et pourquoi? Nous ne confondons pas un juif et un guerrier assassin israélien. Nous ne confondons pas, nous. Vous confondez. Jean-Luc Mélenchon hier soir à Roubaix. En tout cas, cet après-midi, LFI, après cette interdiction par la préfecture, a déposé une demande pour un rassemblement autour de Jean-Luc Mélenchon, je cite, contre la censure et pour la paix. Françoise Degois. Oui, vous savez très bien ce qui me sépare depuis 7 octobre. Oui, mais ça s'entend. Vous savez très bien ce qui me sépare depuis le 7 octobre de Jean-Luc Mélenchon de façon irréparable. Mais je le dis, je le redis, je l'ai dit hier matin avec Elisabeth Lévy, nous étions d'accord là-dessus. Je le redis objectivement, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, que ce soit Éric Zemmour à Bruxelles, il est hors de question de censurer la parole publique. Je ne peux pas être soupçonné d'être d'accord avec ce que dit Éric Zemmour. Je ne suis pas d'accord, évidemment, j'exècre la posture de Jean-Luc Mélenchon et de LFI sur la question du Proche-Orient et tout ce que ça induit. Mais je ne peux pas accepter, en tant que républicaine, que la liberté d'expression soit découpée en morceaux au gré de mon opinion. C'est pas possible d'interdire Jean-Luc Mélenchon, d'autant que cette association n'est pas interdite par la préfecture, comme il n'est pas possible d'empêcher Éric Zemmour de participer à une réunion d'extrême droite. Allez, le deuxième mot, sursaut, Gabriel Attal en appelle à la mobilisation générale contre la violence des jeunes. Le Premier ministre a Viry-Châtillon ce matin, ville endeuillée par la mort de Chemseddine, 15 ans tabassé à mort. Le Premier ministre a dénoncé l'addiction à la violence de certains adolescents, promettant des mesures, une réponse rapide du gouvernement avant l'été prochain. Gabriel Attal qui martèle encore d'ailleurs cette formule employée à plusieurs reprises depuis son discours de politique générale. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. C'est précisément le sens des annonces que je viens faire devant vous aujourd'hui et de la grande concertation que nous lançons avec le président de la République dans les prochaines semaines. Nous lutterons contre l'oisiveté par tous les moyens et nous veillerons à ce que les enfants puissent être accueillis à l'école, en continu, toute la journée. Tous les collégiens seront scolarisés tous les jours de la semaine entre 8h et 18h, à commencer par les quartiers prioritaires et les réseaux d'éducation prioritaires. À 12 ans ou 13 ans, on n'a rien à faire dans la rue la journée. La place est à l'école, à travailler et à apprendre. Discours de Gabriel Attal ce matin à Viry-Châtillon, alors qu'une nouvelle affaire crée l'émoi. Ce jeune de 22 ans tabassé à mort par des mineurs en pleine nuit à Grande-Sainte dans le Nord. On va en reparler dans le grand débat des vraies voix dans quelques instants. Et puis cette scène d'effroi près de Strasbourg. Ce matin, un individu a asséné des coups de couteau à 2 fillettes de 6 et 11 ans près d'une école. Elles n'ont heureusement été blessées que légèrement, touchées de façon superficielle. L'homme âgé de 28 ans a pu être interpellé dans la foulée. On passe au rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, Le Figaro et LCI avec le taux de participation qui s'affiche en hausse. Oui, peut-être parce qu'on en parle de plus en plus de ces européennes. En tout cas, 46% des sondés désormais disent vouloir voter en juin prochain. C'est 2 points de plus qu'il y a une dizaine de jours au début de ce sondage quotidien. Alors le tiercé reste inchangé. RN à 32%, Renaissance à 17,5% et le PS à 11,5%. Ensuite, LR et LFI demeurent ex-aequo à 8% des intentions de vote. Retrouvez toutes les autres listes sur notre site sudradio.fr. Notre rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, Le Figaro et LCI est mis à jour tous les jours à 17h. Et puis rapidement, le troisième mot, obus, celui qui a conduit à l'évacuation de 2
deux écoles ce matin dans l'Oise. Oui, ça partait pourtant d'une bonne intention. Pour la leçon d'histoire sur la Première Guerre mondiale, cet élève de CM2 a cru bon de ramener un obus de la Première Guerre mondiale dans son cartable à Magnolet-Montigny dans l'Oise. Résultat, 120 élèves évacués. Je vois bien de Mélibus faire ça. Dans l'école primaire, dans l'école maternelle attenante aussi, la maîtresse a tout de suite donné l'alerte. Les démineurs sont intervenus. L'occasion de rappeler que les trouvailles de la Première Guerre mondiale, eh bien, ça reste dangereux même un siècle après. Merci Félix Mathieu. C'était canon. Moi, je viens avec des bombes atomiques tous les jours, mais elles ont explosé depuis longtemps. Allez, merci beaucoup. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le grand matin, n'importe quoi. Le grand débat du jour sur les violences des mineurs. Le député François-Xavier Bellamy et le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, veulent supprimer l'excuse de minorité. Alors parlons vrai. Faut-il supprimer l'excuse de minorité et si oui, à quel âge? Est-ce que l'ultra-violence de certains mineurs s'explique par l'absence de sanctions qui est souvent la marque de la justice des mineurs? Le vrai problème n'est-il pas l'absence d'autorité tant de la famille que de l'école que de l'État? Et à cette question, l'excuse de minorité de 1945 est-elle encore adaptée à la société de 2024? Vous dites non à 93%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Lionel Tivoli est avec nous, député Rassemblement National des Alpes-Maritimes, auteur d'une proposition de loi pour abaisser la majorité pénale à 16 ans. Bonjour, merci d'être avec nous. Petite question avant de partir en pub. Est-ce que finalement les mineurs de 13, 14, 15 ans sont conscients de leurs actes? Mais bien évidemment qu'ils sont conscients de leurs actes et c'est pour ça qu'il faut abaisser la majorité pénale. On en parle dans un instant, soyez le bienvenu. 0826 300 300 vous attend au standard avec Zach. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix et bienvenue avec Françoise Degois qui n'arrête pas de parler. Ah mais il n'y a pas que moi. Non, mais la triplette c'est Bilger quand même. Elle dit des choses intéressantes durant les pauses. Mais à quel moment? Quand? Ah bah là. Écoutez, on était en train de parler de Saint-Savin, de l'abbaye de Saint-Savin. Qu'on salue, on en disait du bien. Ah, c'est faux. Vous en Philippe disiez du bien. Bilger, Sébastien Ménard avec nous et vous au 0826 300 300. Et tout de suite le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Ceux qui se sont rendus coupables de ce massacre devront répondre de leurs actes, et ce, quel que soit leur âge. On voit de plus en plus dans les médias des mineurs qui commettent des crimes, des délits qui sont extrêmement graves. Il faut mettre fin à l'excuse de minorité qui fait que quand vous êtes mineur aujourd'hui, vous ne risquez quasiment rien. On pourrait faire sauter cette excuse de minorité, les peines elles ne seront pas forcément plus importantes. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, ça n'est plus le droit des mineurs, la justice des mineurs comme on l'imaginait en 1948. On est en 2024 aujourd'hui. Et deux mineurs placés en garde à vue après l'agression sauvage d'un travailleur socio-éducatif à Grande-Synthe dans le Nord. Selon le Parisien, les deux suspects de 14 et 15 ans auraient tendu un piège à la victime en simulant un rendez-vous galant avec une jeune fille, Philippe. Oui, et parlons vrai. Faut-il supprimer l'excuse de minorité et si oui, à quel âge? Est-ce que l'ultra-violence de certains mineurs ne s'explique pas par l'absence de sanctions qui est souvent la marque de la justice des mineurs? Le vrai problème, est-ce qu'il n'est pas l'absence d'autorité dans la famille, à l'école ou au niveau de l'État? Et à cette question, l'excuse de minorité de 1945 est-elle encore adaptée à la société de 2024? Vous dites non à 93%. Vous voulez réagir? Zach attend vos appels au 0826 300 300. Et pour en parler avec nous, Lionel Tivoli, député Rassemblement National des Alpes-Maritimes et auteur d'une proposition de loi pour abaisser la majorité pénale à 16 ans. Merci en tout cas d'être avec nous aujourd'hui. Félix Mathieu, pour que tout le monde soit un peu au diapason sur cette excuse de minorité que beaucoup souhaitent remettre en question. Oui, alors le principe date de l'ordonnance effectivement de 1945 sur la justice des mineurs. Il prévoit d'abord que les mineurs, pour être condamnés, doivent être capables de discernement. Les enfants de moins de 13 ans sont considérés comme n'étant pas capables de discernement, donc irresponsables pénalement. Ensuite, au-dessus de 13 ans, eh bien là, le code pénal prévoit, je cite, que les enfants mineurs capables de discernement sont pénalement responsables en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge. Alors concrètement, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs ne peut pas prononcer une peine supérieure à la moitié de la peine maximale encourue. Et pas plus de 20 ans quand la peine en question, eh bien, c'est la perpétuité. Cette excuse de minorité peut être levée en théorie après 16 ans, mais c'est arrivé très peu de fois dans l'histoire. Merci beaucoup Félix Mathieu. Philippe Bilger sur ce sujet. Alors, j'espère n'être pas trop long là-dessus, mais une fois qu'on a eu l'indignation la plus légitime à la suite de tous ces crimes qui, depuis quelques jours, sont commis, et notamment celui dont vous venez de parler à Grande-Synthe, reste que le débat est beaucoup plus compliqué que certains le considèrent. Moi, j'estime en effet que
pour une fois, j'aurais été d'accord avec ce que proposait Nicolas Sarkozy à l'époque, c'est-à-dire faire qu'entre 16 et 18 ans, les mineurs soient jugés par les tribunaux correctionnels de manière ordinaire. Et avant, on aurait pu tout à fait concevoir que l'excuse de minorité existe, mais qu'elle puisse être levée. Mais une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas le sentiment d'avoir fourni des pistes totalement opératoires pour régler le problème de ces mineurs d'une telle violence qu'on a l'impression que la violence est leur seul langage. Et probablement, c'est parce qu'il y a une multitude de paramètres qui les empêchent de comprendre qu'on assassine, qu'on ne tue pas pour un portable ou une chose comme ça. Donc c'est extrêmement complexe. Sauf si, évidemment, on réagit par rapport à l'immédiateté et qu'on cherche des remèdes d'urgence. Françoise Degois. Alors, Gabriel Attal, je crois, a annoncé 8 semaines de débat pour une conclusion, évidemment, qui va coller quasiment à la date des élections européennes, et avec une première étape qui va coller, comme par hasard, dans le dernier mois le plus crucial de l'élection européenne. Ça, déjà, je trouve ça vraiment fatigant. En réalité, cette incapacité à ne pas faire de la petite politique politicienne, c'est insupportable sur des sujets aussi graves. C'est vrai que ça devrait être décorrélé de tout. On devrait décorréler, c'est des sujets qui demandent du temps, et je suis d'accord, qui demande, on ne fait pas ça. Ça fait 7 ans qu'ils sont au pouvoir. Hein. Oui, et puis on ne fait pas ça en claquant des doigts. Moi, la question que je me pose, j'entends bien dans les pistes. Bon, alors bien sûr, l'excuse de minorité. J'entends bien également qu'il veut une comparution immédiate. C'est dans les tuyaux, la comparution immédiate devant un tribunal correctionnel à partir de 16 ans. J'entends tout ça. Je dis juste une chose. D'abord, tous les spécialistes de la délinquance, c'est pas simplement les gauchistes échevelés, vous expliquent que de toute façon, le parcours délinquant, c'est un parcours, comme le disait Philippe, à multifacteurs. Et que le premier but, c'est de faire de la punition, mais aussi de la prévention pour sortir les jeunes de cet écosystème, et bien souvent de l'embrigadement. C'est-à-dire, je vais faire ça, tu fais ça, et si tu passes que tu veux... Voilà. Et le deuxième point, attention à ne pas sombrer dans un modèle qui est le modèle des États-Unis, qui a largement dépassé son problème de justice des mineurs. Est-ce que vous pensez vraiment que le fait que les mineurs soient jugés aux États-Unis, est-ce que vous pensez vraiment que ça a changé quelque chose à l'ultra-violence américaine? Donc ça veut dire que je suis pour la punition, mais je pense que il ne faut pas faire que de la punition. Il faut aller chercher autre chose et sortir ces mômes avant qu'ils commettent l'irréparable. Vous pensez qu'il faut plus de répression ou plus de prévention? Appelez-nous au 0826 300 300. Sébastien Ménard. Je pense, comme Françoise Degois, qu'il faut les deux. Pourquoi ? Parce que il y a effectivement on va pas dire des gamins, parce qu'on n'est plus un gamin quand on a 16 ans. On va dire des jeunes gens, des jeunes adultes, certains qui sont nés violents, qui se sont transformés violents et qui agissent avec extrême violence. Face à ça, j'ai envie de dire que la prévention, malheureusement, c'est l'étape qu'on a ratée, et la prévention a posteriori va pas servir à grand chose. D'accord. Après, il y a un autre problème. Un problème, et on le voit, de gamins qui ont 14-15 ans qui sont, pardonnez-moi, qui sont débiles. Et on les voit sur la voie publique. Ils sont complètement inconscients, a fortiori quand ils sont en groupe, en petit groupe ou en meute, ils respectent plus l'ancien, ils respectent plus l'adulte, ils se respectent même plus entre eux. Voilà. Donc là, effectivement, je suis d'accord avec Françoise. Là, il faut rentrer dedans, mais je dirais avec une idéologie républicaine et les sortir de ça. Ouais, voilà. Il faut les tamponner, il faut les secouer. Enfin, moi, je me rappelle au pied de ma cité quand j'avais une dizaine d'années, on respectait l'ancien, on respectait le grand frère, on respectait le papa. On n'allait pas lyncher un papa qui nous disait bande de petits cons, rentrez à la maison. Non, mais là, en l'occurrence, ce que dit le Parisien, et je cite, selon une source proche de l'enquête, cet adolescent, celui qui a 14 ans, présente un profil très très inquiétant, biberonné à l'ultraviolence. Son père a déjà été condamné à de multiples reprises des peines de prison ferme et serait coutumier de violence envers sa famille. Donc ils sont baignés dans cette... C'est ça, c'est l'écosystème dont il faut sortir les mômes. On va en parler avec notre invité, Lionel Tivoli, député Rassemblement National des Alpes-Maritimes et auteur de cette proposition de loi pour abaisser la majorité pénale à 16 ans. Lionel Tivoli, donc vous avez fait cette proposition de loi, où en est-elle? Elle est déposée, elle va être étudiée par l'Assemblée nationale, où en est-elle et pourquoi?
Alors écoutez, cette proposition de loi est d'ores et déjà déposée dans un contexte d'ultra-violence de nos jeunes, avec des réponses qui ne sont pas à la hauteur de la part du Premier ministre, qui au-delà de tout ce que vous avez dit, parle quand même de faire des cours d'empathie. Alors les cours d'empathie, je crois que ça suffit. On a déversé déjà des dizaines de millions d'euros dans nos cités pour de la prévention, pour acheter des baby-foot, pour acheter des billards, pour acheter la paix sociale. Maintenant, il faut de la répression. Monsieur le député, pardon, je voudrais corriger ce que vous dites. On a déversé des millions d'euros depuis 2017 et vous le savez très bien, quelle que soit la couleur de votre parti, vous pouvez admettre que tous les emplois aidés et tous les moyens qui étaient mis à disposition pour faire de l'éducation de rue, même si c'est peut-être pas votre truc, en tout cas, ça permettait de faire le lien. Tout ça a été supprimé et c'est aussi ce que demandent les professeurs qui sont pas forcément des gauchistes. Les professeurs, les professeurs demandent tout ça. Mais non, excusez-moi, mais depuis 2017, ça a été supprimé, mais là, on reparle encore de mettre des moyens supplémentaires dans les quartiers prioritaires de la ville. Et il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 mois, j'ai fait la carte scolaire avec l'inspecteur de l'académie qui met des moyens encore supplémentaires dans les écoles prioritaires de la ville. On parle d'écoles de civisme dans les propositions de Gabriel Attal avec l'identification de 350 établissements sensibles supplémentaires qui bénéficieront de moyens supplémentaires. On a vu que ça a échoué et donc on continue. C'est ce que fait le gouvernement, excusez-moi. Monsieur le député, si je comprends bien, votre proposition de loi vise à faire juger de manière ordinaire, en quelque sorte, les mineurs à partir du moment où ils auraient 16 ans. C'est bien cela. La majorité deviendrait à 16 ans. Et tout à fait, c'est enlever cette excuse de minorité. Au fond, est-ce que ça revient à dire ce que j'ai rappelé dans la proposition de Nicolas Sarkozy qui proposait, il y a longtemps, en 2007, de faire juger les mineurs à partir de 16 ans par les tribunaux correctionnels? Mais tout à fait, ça permet de pouvoir faire juger les mineurs par des tribunaux correctionnels et ça permet que les jeunes soient sensibilisés. Si, comme disait Gabriel Attal, tu casses, tu répares, je crois que moi j'ai envie de dire aussi à Gabriel Attal, tu parles, tu agis et il a une proposition de loi en main. Allez, est-ce que vous pensez que ça aurait un effet rapide, immédiat, drastique? Mais bien sûr, parce que si on associe ça à des peines de prison immédiates à partir de 15 jours, 1 mois, 2 mois pour des mineurs, eh bien, ils ne se sentiront plus en toute impunité en disant qu'ils peuvent aller, comme ce fut le cas dans mon département, agresser à 12 et 14 ans une dame de 89 ans et puis se retrouver quelques semaines après dans la rue en train de dealer. Je crois que ça les dissuaderait. Est-ce que vous pensez qu'une peine de prison de 15 jours, est-ce que c'est pas toute l'éducation qu'il faut refaire de ces enfants et s'occuper d'eux et faire autre chose que les mettre en prison où on se dit la plupart du temps ils vont croiser des truands, ça va les renforcer? Est-ce que là, il n'y a pas aussi quelque chose à trouver? Mais en tout cas, c'est... Mais voilà. Bien sûr. Les parents, comme il appelle les parents débordés, ces parents-là, à un moment donné, il faut les sanctionner aussi. Parce que si ces parents-là laissent faire ce qu'ils veulent à leurs enfants, les laissent aller dans la rue, les laissent massacrer des personnes dans la rue, eh bien, il faut que ces parents soient tenus pour responsables et qu'ils se rappellent que leur rôle premier, c'est d'éduquer leurs enfants. Allez, 0826 300 300 avec Fabrice qui veut réagir. Pardon, François, je vous donne la parole après. Je vous en prie. Fabrice. Oui, pardon. Déjà, moi, j'ai envie de vous dire par rapport à cette loi de 1945, les enfants de 1945 n'étaient pas les mêmes que les enfants des années 70. Et nous-mêmes, on n'est pas les mêmes enfants que les années 2024. Ça n'a strictement rien à voir. Donc cette notion d'enfance, déjà, faudrait travailler dessus un petit peu, parce que ils sont de plus en plus matures dans le mauvais sens du terme, hélas, par rapport à leur âge. Après, j'ai envie de dire que, par rapport à toutes ces annonces, j'ai envie de vous dire, c'est un peu un copier-coller par rapport à tout à l'heure. On est encore en train de parler de s'occuper des conséquences et pas des causes. Moi, je suis assez d'accord par rapport au fait qu'il faut également voir d'où vient cette violence qui est de plus en plus jeune et ce qui a été loupé. On le sait, ce qui a été loupé. Ça c'est une chose. Moi j'insiste aussi sur quelque chose. On veut beaucoup sanctionner les parents, etc. et tout. Moi je crois que ça là-dessus il faut faire attention parce que il y a également dans certaines catégories des jeunes
qui sont violents avec leurs parents. Bien et sûr. des parents qui sont débordés. Et donc, ça serait la double sanction. Ces parents-là peuvent appeler au secours et on va en plus les pénaliser au lieu de les protéger. Ça c'est un autre point qui me semble important. Non, mais après, de on relever. peut dissocier, Et on n'en parle pas assez de ça, hein. Après, on peut dissocier les parents qui appellent à l'aide en disant je ne peux pas le faire et les gens qui laissent faire. C'est important, ça. Il y a deux choses importantes. c'est pour ça. Bougez pas, Fabrice. Ah, oui. On va agir en Gironde avec Caroline. Bonsoir, Caroline. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Moi, je voulais réagir. Je pense que la plupart des choses sont déjà mises en place en France, mais on manque quand même cruellement de moyens. Parce que quand je vois que, par exemple, on parlait de punir les parents, mais certains parents font appel à des éducateurs ou essayent de faire intervenir les PMI, les choses comme ça, et il y a jusqu'à 18 mois d'attente. Donc, ça me semble... Je trouve que c'est des paroles un peu en l'air alors qu'il y a déjà des choses sur place. Il faudrait vraiment les renforcer en donnant plus de moyens. C'est intéressant quand même, je sais pas les amis, nos auditeurs, parce qu'on voit bien que les Français quand même, là on a un chouette panel, ils sont pas, ils sont plein de nuances en fait sur cette question. On nous présente cette question comme le drame, etc. Mais ils sont 93% dans un sondage à vouloir plus de sanctions pour les mineurs délinquants. C'est notre sondage Twitter, je le rappelle, c'est un sondage Twitter. Non, c'est pas ce sondage, c'est pas 93%, c'est un autre sondage. D'accord. Quoi qu'il advienne, moi, je pense quand même que, je le redis, je voudrais poser la question à notre invité, le député Monsieur Tivoli. Le modèle que nous avons sous les yeux avec un tout punitif et un durcissement, c'est le modèle américain. Est-ce que vous pensez vraiment que la société américaine est moins ultra-violente et que les États-Unis ont réussi dans le domaine où nous sommes en train d'échouer? Pour moi, la réponse est non, mais si vous pensez que c'est une réussite, allez-y. Enfin, excusez-moi, mais on ne peut pas comparer la société américaine à la société française. C'est pareil sur le plan de la loi. Là, on parle précisément de la loi. Mais si dans la société française, dès le plus jeune âge, on restaurait aussi l'autorité des professeurs et des enseignants, si le plus jeune âge, on expliquait... On n'est pas donc je veux dire, enfin, à un moment donné, je suis désolé, mais il y a quelques années, il n'y avait pas autant d'ultra-violence chez les jeunes. Mais vous l'attribuez à ça À quoi vous l'attribuez-vous, en toute sincérité? Je l'attribue au laxisme de l'État vis-à-vis de l'enseignement. Déjà, les parents qui lâchent prise dans beaucoup de quartiers dits sensibles, et la réponse de l'État d'un point de vue répressif qui n'est plus assez forte par rapport à la violence telle qu'elle est à l'heure d'aujourd'hui. Je suis désolé, on prend l'exemple de la petite Samara qui a été lynchée via les réseaux sociaux. Ça a été organisé, ça a été prémédité. Excusez-moi, mais les personnes qui ont attaqué la petite Samara étaient très bien conscients de ce qu'ils allaient faire. Ils l'ont prévu depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Sébastien Ménard, le mot de la fin. On vous dit pas le contraire sur la frange la plus violente de ces jeunes gens, mais il y a aussi toute une partie des gamins qu'il faut quelque part reconstruire, construire intellectuellement, et j'ai envie de dire reconstruire par rapport aux valeurs de la République, par rapport à tout ça. Et c'est pas que des mots. Vous pouvez pas enfermer tout le monde. Vous pouvez pas enfermer des gamins de 12 ans, 14 ans ou 16 ans. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous ne pourrez pas. Excusez-moi, mais les valeurs de la République pour des gamins de 14 ans qui tabassent une amie de 85 ans comme à Cannes pour lui piquer son sac, je pense que les valeurs de la République, c'est pas une seule chose, pas tous les adolescents. Pas tous comme ça. Ceux qui tapent les personnes âgées pour leur piquer leur sac, c'est plus fréquent qu'on veut bien dire. Grande 5, c'est ultra violent. Mais on est d'accord. Mais ça démarre comment? Pardonnez-moi. Je supporte plus d'avoir les valeurs de la République. Mais ça démarre aussi. Ça, c'est des réactions un peu poujado, pardon Philippe, de te le dire. L'autre jour, j'étais d'un populisme crasse dans votre bouche. Alors allez-y, continuez à déverser votre fiel. Non, mais c'est un peu poujado. Mais qu'est-ce que vous faites, Philippe, d'un gamin de 12 ans? Je fais comme dans le Wisconsin ou dans le Michigan, des États du Nord, un encadrement par des anciens Marines. Vous permettez? Taux de récidive dans le Wisconsin ou Michigan. 4% ou 6%, 94 ou 96% de réussite. Par contre, je peux vous dire que là, on les recadre et on les recadre à grands coups de pied dans les fesses. Vous savez, Philippe David, qu'en 2007, la candidate pour laquelle, en plus, je travaillais, qui est mon amie, il a proposé toute la droite et à l'époque, les poujados crasses lui sont tous tombés dessus. Pourquoi tous les gens qui ne posent pas comme vous sont crasses? Ça fait 2 fois en 2 jours que vous le dites. C'est pas ça, c'est pas parce que vous dites. C'est pas parce que vous pensez pas comme moi, c'est que vous pensez de façon tout à fait consciente
conservatrice et parfois caricaturale sur certains sujets. Mais il vaut mieux être conservateur en un seul mot que conservateur en deux mots. Allez. Mais ça veut dire quoi? Merci, monsieur. Merci. C'est bon. Ça veut rien dire. Les amis, c'est bon. Merci beaucoup, monsieur le député Lionel Tivoli, d'avoir été avec nous. Député Rassemblement national des Alpes-Maritimes, et je le rappelle, auteur d'une proposition de loi pour abaisser la majorité pénale à 16 ans. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, vous allez pouvoir vous engueuler sainement pour le qui c'est qui l'a dit. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue les amis, bienvenue dans les vraies voix et merci de votre fidélité. On vous le dit souvent, mais ça nous fait tellement de bonheur, tellement de joie se sentir soutenu et écouté. C'est plutôt très agréable avec Philippe Bilger tous les jours qui était avec nous. Ah ouais, j'adore. Il n'y a pas écouté, il a dit ah ouais. Je croyais que vous disiez le bonheur. Si, je disais ça. Mais non, de m'écouter, je croyais que c'était ça. Vous avez vu qu'il y en a un qui parle plus. Salut, il y en a un qui parle plus. Il est concentré, ultra Sébastien. Concentré, il a décidé de nous plumer. Eh ben on y va. Allez, tout de suite. Le qui c'est qui l'a dit. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Avec Fabrice qui est avec nous, d'Oloron Sainte-Marie. Bougez pas, Fabrice, on va essayer de vous faire gagner. Allez, c'est une question. Qui c'est qui l'a dit à 3 points sur les 100 jours de Gabriel Attal à Matignon. Gabriel Attal est un homme sympathique, mais il faut vraiment qu'au 101e, il passe aux actes. Je sais. Moi aussi. Fabrice. Bardella. L'archer, merde. On est persuadé que c'était Ménard. On dit pas M. On dit pas M à l'antenne. 3 points pour Sébastien Ménard. J'ai dit M. Qui c'est qui l'a dit, dit merde. à 2 points? Qui c'est qui l'a dit à 2 points, Fabrice? La vie politique à droite en France, ce n'est pas le RN ou rien. C'est facile. Xavier Bellamy. Non. Mario Maréchal Le Pen. Bonne réponse, Mario Maréchal. 2 points pour Sébastien Ménard. C'est facile. Il est bon. Ah, j'ai rien foutu. Il y a question. Qui c'est qui l'a dit de 3 points sur les mineurs délinquants. Écoutez, je suis sidéré par l'arrogance des gamins. Tu as toujours juste envie de leur en coller une. Fabrice. 2 plutôt. Coller 2. Fabrice, c'était sur Sud Radio. Je sais. Robert Ménard. Non mais Fabrice a parlé, mais j'ai pas entendu comme parler. Il a donné, mais c'était pas Robert Ménard. Ah bon, d'accord. Robert Ménard, bonne réponse, sœur de Françoise de Goua, qui marque 3 points. Attention. Vous avez vu qu'à chaque fois, elle a dit Robert Ménard. Non, c'est parce que je les ai confondus. Qui c'est qui l'a dit à 2 points sur la guerre Israël-Hamas? Tous ceux qui se pensent que ça a commencé le 7 octobre commettent une faute politique et morale. Fabrice. Mélenchon. Allez-y. Panot. Bonne réponse, Mathilde Panot. Ouais, 2 points. Oui, mais 2 points pour Sébastien Ménard. On est à combien là? Attention, il faut que je remonte. Eh ben, il mène. Ça va, Fabrice? Sébastien Ménard mène largement. On cherche Philippe Bilger. Moi, j'abandonne tout le temps. 3 points. Le jeudi, j'abandonne. Ce n'est pas d'un choc des savoirs et du tri social des élèves dont on a besoin en Seine-Saint-Denis, c'est du choc d'égalité. À 3 points. Alors, c'est un responsable politique de la Seine-Saint-Denis. Fabrice. Troussel. Bonne réponse. Je l'ai murmuré. Non, mais t'es vraiment dégueulasse. J'ai attendu qu'il parle. Tu me l'as provoqué. J'ai fait trop. J'ai fait Stéphane. C'est facile, c'est le patron du département. Allez, c'est fini. Les amis, c'est fini. François? Parce que tu m'as entendu dire trop. Non, mais de toute façon, ça ne change rien parce que c'était Sébastien Ménard qui avait gagné. Ça aurait pu être Trouduc. Excellent. Fabrice. Et t'as parlé avant. Non, mais j'en ai marre de ce jeu. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. On salue les Béarnais. On était très contents de vous avoir. Il était nuancé. Fabrice, pareil, chez nous, pas loin dans le Pays Basque, le score que j'ai fait, on dit l'espoir à la pelote basque. Qu'est-ce que j'ai eu, l'espoir? Eh ben bravo. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause. Attends. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Quel bonheur de vous retrouver encore aujourd'hui, ce jeudi qu'on aime tant, avec Philippe Bilger, avec Caroline Degois, et Gilbert Ménard. Et Jean-Pierre Ménard. Voilà. Ils n'étaient pas là, donc on a pris des copies. Voilà. C'est le. Pourtant, ils sont inimitables. C'est le leader price de l'éditorialiste. Ça va, Françoise, et ça va, Sébastien? Ça va, mais on se sent pas très très bien traité. Ouais, on sent quand même qu'on est vraiment dans
en quantité négligeable. J'ai eu un petit bonbon à la pause, quand même. C'est bon. Mais un petit bonbon que j'avais déjà mâché. Pas non plus exagéré. Allez, dans un instant, direction Cagnes-sur-Mer avec vous, Félix Mathieu. Oui, Cagnes qui met en place un couvre-feu après 23 heures pour les enfants de moins de 13 ans. Et ça fait 20 ans que la mesure est renouvelée chaque année au printemps et en été. Il n'y a pas qu'en France que le déconomètre fonctionne à plein tube, pour citer François Bayrou. C'est également le cas chez nos voisins et amis italiens. Pourquoi ? Parce que de l'autre côté des Alpes, une loi vient d'être votée autorisant les militants anti-avortement à aller dans les centres médicaux et les cliniques délivrant les autorisations d'avorter, ce au nom, je cite, de la liberté de conscience, je cite le vice-premier ministre Antonio Tajani. Bref, un endroit où se passent des actes médicaux et pas seulement des IVG, pourra être perturbé par des manifestants qui ne se priveront probablement pas de culpabiliser les femmes qui s'y rendront et pas de gaieté de cœur pour l'immense majorité d'entre elles. Alors, au nom de la liberté de conscience, pour citer le vice-premier ministre italien, va-t-on autoriser les athées à perturber la messe le dimanche, les véganes à aller manifester dans les boucheries, les anti-avions à empêcher les accès aux aéroports et les anticapitalistes à manifester dans la bourse de Paris? Einstein disait, 2 choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l'univers, je n'en ai pas encore acquis la certitude absolue. Une bêtise humaine pour laquelle nos amis italiens nous font franchement de la concurrence. Philippe Bilger. Bravo Philippe, c'est impeccable. Oui, tout à fait, mais ça c'est parce que Giorgia Meloni a besoin de reséduire son électorat de droite et d'extrême droite. Je voulais juste préciser, pour bien connaître l'Italie, que c'est un pays terrible, c'est-à-dire que c'est probablement le pays en Europe où les médecins font le plus valoir leur clause de conscience sur les avortements, sur les GPA aussi, on parle même pas de PMA, sur les GPA aussi, et donc il y a vraiment un grand malaise parce qu'il y a toute une partie de l'Italie qui pousse vers une modernité et une autre qui résiste. C'est pas un pays terrible, la clause de conscience, c'est bien. Non, écoutez Philippe, je veux bien tout ce que vous voulez. Quand vous avez dans une ville comme Rome, par exemple, 5 médecins sur 10 qui font jouer leur clause de conscience. Mais vous faites comment concrètement Moi, il y a des femmes, il y a des exemples de femmes qui sont obligées d'aller avorter à Milan. Enfin, ça n'a aucun sens. Il faudrait au moins. Je vais vous faire plaisir parce que je vais moi aussi utiliser cet adjectif qualificatif crasse. On est encore une fois dans la manœuvre politique crasse. Et pour une fois, l'édito de Philippe David n'est pas crasse. Voilà. Il est très bien. Et c'est ça le vrai sujet. Indépendamment des convictions intimes profondes qu'on peut avoir sur l'IVG, il s'agit d'une manœuvre politique crasse. C'est tout, bien sûr. Allez, direction Cagnes-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes, pardon, avec ce couvre-feu pour les plus jeunes, Félix Mathieu. Un couvre-feu qui interdit aux jeunes de moins de 13 ans de sortir sans adulte entre 23h et 6h au printemps et en été. Évidemment, des couvre-feux, on en a parlé par ailleurs dans l'actu, lors des émeutes l'année dernière ou plus récemment aujourd'hui à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Mais donc là, à Cagnes-sur-Mer, ça fait 20 ans que c'est mis en place pour les moins de 13 ans, chaque année au beau jour. Et nous sommes avec le maire pour en parler. Bonsoir Louis Nègre. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Alors pourquoi vous aviez pris cette mesure à l'époque? Il y avait vraiment beaucoup d'enfants ou de pré-ados, on va dire, dans les rues avant? C'est une mesure de protection de l'enfance qui vient du fait qu'un soir, après une réunion publique qui s'est terminée après minuit, je trouve dans la rue un gosse qui se baladait, il devait avoir 8-9 ans. Bon. Et donc, j'ai pensé qu'il sortait de chez ses parents et il allait chez les grands-parents, par exemple, ou l'inverse. Je lui pose la question et je lui dis, mais tu es seul? Il me dit, oui. Bien. Tu vas où? Et là, il me dit, je me balade. Oui, mais sans but. Ah bon. Très bien. Tu dois rentrer à quelle heure? Et il m'annonce qu'il n'avait pas d'heure. Les parents ne lui avaient pas fixé d'heure. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, je suis maire de cette ville, il y a des gosses de 8 à 9 ans qui se baladent tout seuls dans la rue, il peut leur arriver un problème. Et moi je suis père et grand-père, et je me suis senti responsable, finalement, de ce qui se passait dans la ville. Et donc, j'ai pris cet arrêté couvre-feu, qui a maintenant effectivement 20 ans, qui interdit aux gosses de moins de 13 ans, entre 23h et 6h du matin, pendant la période estivale, de sortir sans être accompagnés. C'est une mesure qui a été d'une efficacité extraordinaire. Et ça nécessite de faire la police, si j'ose dire, au sens propre d'ailleurs, pour surveiller justement ces enfants de moins de 13 ans, pour vérifier que c'est respecté? Bien sûr.
la police nationale, la police municipale ont instruction d'appliquer les arrêtés du maire à Cagnes-sur-Mer. Et ces arrêtés sont des arrêtés légaux. Ils ont été validés par le contrôle de légalité. Et quand le maire à Cagnes-sur-Mer, le politique que je suis, prend une décision légale, on veille à ce que l'application ait lieu, parce que on n'est pas dans la communication, j'en ai rien à faire de la communication. Par contre, ce que je tiens, c'est à ce que la ville fonctionne le mieux possible. Pour cela, la mesure couvre-feu a donné des résultats extraordinaires, puisque il faut remonter à 2011 pour trouver un gosse qui n'ait pas respecté le couvre-feu. Mais attention, le gosse n'a pas respecté. En fait, dans mon arrêté, je dis, article 1, voilà, il faut respecter l'arrêté qui dit ça, mais l'article 2 vise aussi à responsabiliser les parents, puisque je vise la responsabilité des parents. C'est pas la faute du gosse de se balader à 9h, 13h, 1h du matin, à minuit ou à 1h du matin. C'est la faute des parents. Alors, on a deux types de parents aujourd'hui, enfin, 3. La plus grande partie des parents jouent le jeu, s'occupent de leur gosse, ça va. Puis on a une partie qui pose problème parce que soit ils ont du mal, ils ont beaucoup de mal, certains, à être parents, et là, il faut les aider. Puis il y a une partie qui est complètement négligente. Et là, c'est l'article 2 de mon arrêté, parce qu'à ce moment-là, on saisit le parquet directement. Hein. Bon, voilà comment ça fonctionne à Cagnes. Ça donne les résultats que vous connaissez. Aujourd'hui, bravo, petite réaction, monsieur le maire Sébastien Ménard, et après on partira en pub. Donc moi je suis pas de Cagnes-sur-Mer, je suis de Biarritz, et je voulais vous dire félicitations, monsieur le maire, chers collègues, parce que on n'a pas tous effectivement les mêmes opportunités, et on n'a pas tous les mêmes quotidiennetés. Évidemment, Biarritz c'est beaucoup plus calme que Cagnes-sur-Mer, donc bravo pour votre courage politique. C'est vrai. C'est une bonne mesure. C'est le bon sens, exactement. Et c'est la protection des mineurs surtout qui est importante. Bravo. Merci beaucoup, monsieur le maire Louis Nègre, maire de Cagnes-sur-Mer. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Dans un instant, le tour de table de l'actu de nos vraies voix. De quoi parle-t-on avec mon cher Philippe Bilger? L'école primaire, nouveau maillon faible. Françoise Degois. L'intelligence sociale du patron de Michelin. Oui, et vous, Sébastien Ménard? Et moi, je vais prendre un peu le contre-pied de notre actualité du jour, puisque je vais parler des stagiaires et de cette France qui avance, de cette jeune France qui avance et qui a envie de gagner. Allez. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix. On est ravis de vous retrouver encore aujourd'hui. J'espère que tout va bien, que vous avez passé une bonne journée. Vous êtes peut-être déjà encore au boulot. Vous êtes rentrés à la maison en tout cas. Merci de nous écouter. Et ce tour de table de l'actu de nos vraies voix avec Philippe Bilger, avec Françoise Degois et Sébastien Ménard. Puisque les vrais sont revenus. Tout à l'heure c'était des copies, mais maintenant on les a récupérés. Allez, c'est tout de suite. Viens à table avec nous. Ça fait pas vrai con comme t'es, demande ton avis. Quand on veut conjurer le diable, on l'invite à sa table. Moi je veux du féroce actualité. C'est récente cette table à des coups. Pardon? Ah non, c'est intelligent. Bon, à mon tour maintenant. Le tour de table. De l'actualité. Et l'hologramme de Philippe Bilger va réagir au tour de table étant sur l'école primaire et la laïcité. En fait, j'ai été frappé par le fait que l'école primaire, nouveau maillon faible, ça veut dire qu'au premier trimestre 2024, plus du quart des atteintes à la laïcité ont été constatées dans le premier degré. Alors ces atteintes sont très diverses. Ça va des petites réactions d'humeur à de vraies transgressions. Alors j'allais bêtement me dire que c'était plutôt une bonne nouvelle dans la mesure où le premier degré peut-être est moins délibérément enquisté dans des réflexions négatives, dans des volontés d'opposition. Mais c'est tout de même inquiétant que même dans le primaire, il y ait ces atteintes à la laïcité, au refus de l'autorité, à un certain nombre de petites dissidences qu'il faut prendre au sérieux. Françoise Degois. C'est vrai, vous avez raison, et ça rejoint ce que on était assez d'accord, Cécile et moi, sur le débat précédent, pour dire que c'est, alors là, véritablement, c'est là qu'il faut prendre à la racine. Alors, on n'aurait peut-être pas les mêmes solutions, mais il faut entendre les professeurs des écoles quand ils disent nous avons besoin de psychologues. Ces petites transgressions dont vous parlez, elles sont souvent le fait de
problèmes psychologiques, de difficultés dans le milieu familial, d'un écosystème dans lequel le môme, à la fois il est dedans, mais à la fois il étouffe. Donc vraiment, c'est vachement bien que vous souleviez ce sujet, parce que ça veut pas dire qu'on a que des sauvageons. Ça veut dire que quels moyens on se donne pour arriver l'éducation et à instruire et à éduquer. Voilà, rééduquer au sens noble du terme. Quand vous écoutez les psychologues, ils disent que l'éducation se fait entre 0 et 4 ans. Bien sûr. Après, c'est vrai, c'est tard. d'accord, c'est vrai. Sébastien Ménard. Moi, j'ai souvent le sentiment que de petites facilités, où on laisse les choses finalement, on laisse la place à des petites lâchetés. Et cette forme de lâcheté, dont on est parfois tous responsables, finalement, peut faire naître des biais qui seront très préjudiciables, pas uniquement pour la société, mais pour le principal intéressé tout au long de sa vie. Donc il faut effectivement, moi je trouve que le creuset républicain, celui de l'égalité, de la liberté, de la fraternité, de la laïcité... Arrêtez, vous allez énerver Philippe David. Et quelque chose qu'on ne doit... Il donne ligne de la tête. Qu'on ne doit pas négocier dès le plus jeune âge, quitte à l'expliquer avec des mots simples. Voilà. Oui, bien sûr. Et même des petites punitions simples. Enfin, je veux dire, les punitions, c'est vrai que c'est dur ce mot. Une petite fessée. Non, moi je crois pas du tout à la vertu de la fessée. Avant la punition, il y a l'explication. Alors voilà l'explicitation, et après même une petite punition. J'écoutais un psychologue ce matin. Il était passionnant sur une radio concurrente d'ailleurs, parce que j'écoutais toutes les matinales, et il disait il faut faire la bonne punition, c'est la punition qui provoque de la frustration. J'ai trouvé ça vachement intéressant. J'avais jamais percuté, vous peut-être, mais moi jamais. J'avais jamais percuté que une punition efficace, c'est quelque chose qui frustre l'enfant. Par exemple, interdiction d'aller jouer avec tes copains dans la cour de l'école. Et ben c'est vachement intéressant. Moi, ça m'avait vraiment intéressé. Quand j'ai dit une petite fessée, le regard de Philippe Bilger s'est illuminé. Je sais pas pourquoi. Fessée, menottes, il y a des trucs qui décliquent. Un sacrifice. Non, c'est pas j'ai écouté ce psychologue, ça tombait sous le sens, mais pour moi, j'avais jamais percuté de la force de la punition qui passe que d'abord par la frustration. C'était intéressant. Alors moi, c'est drôle parce que moi, juste une anecdote personnelle, comme avec ma sœur, on disait des mots grossiers quand on était petite, et donc maman nous disait tous les matins, elle nous disait voilà, vous avez 1 minute, vous dites ce que vous voulez, voilà. Mais après c'est fini. Ah, c'est excellent, et en vide fait, ton sac. Et ça fonctionne. Déjà, des mots grossiers, quand on a 6 ans, on en a dit 2, et puis après, on sait plus. Donc, voilà. Mais c'était assez marrant comme façon de faire les choses. Voilà. Non, mais c'est très bien. Vous en faites ce que vous voulez. Non, mais c'est intéressant. Françoise, pendant que vous avez la parole, on va revenir sur le grand patron, Monsieur Michelin. Le grand patron de Michelin, qui ne s'appelle pas d'ailleurs Michelin, dont j'ai oublié le nom. Et quand je dis grand patron, dans tous les sens du terme. C'est grandiose, parce qu'en réalité, c'est quand même assez rare que je m'extasie sur les patrons, mais je le fais quand ils partagent les bénéfices. Et là, je le fais parce que il a une pensée qui m'a beaucoup touché. Alors, c'est vrai que Philippe David, on s'en parlait tout à l'heure, rappelait que Michelin est une des entreprises les plus sociales, mais je n'attendais pas ça en fait de Michelin. Il dit en gros, nous ne pouvons pas, personne ne peut vivre décemment avec le SMIC en France. Je rappelle que un salarié sur 6, c'était un de vos éditos, un salarié sur 6 dans ce pays a le SMIC, vit avec le SMIC, touche le SMIC. Donc il dit, ça n'est pas possible. Si vous êtes, et puis il prend un exemple concret, si vous êtes seul et que vous êtes le seul à travailler avec 2 enfants, comment pouvez-vous accéder non seulement à la vie, mais au loisir? Donc j'ai trouvé ça génial que un grand patron, 132 000 salariés dans le monde quand même, un Michelin, un grand patron réfléchisse de cette manière-là, et donc il a annoncé que il augmentait de façon assez conséquente tous ses salariés qui étaient au SMIC. Donc ça va faire 39 230 € pour les salariés qui sont dans la région parisienne, brut bien sûr, et ça va faire 25 700 € pour les salariés qui sont à Clermont-Ferrand. J'ai trouvé ça, écoutez, et il va le faire pour les 132 000 salariés dans le monde. Et moi, ça me touche profondément, parce que évidemment que ça demande un effort énorme pour l'entreprise. C'est pas imaginable que il ne fasse pas cet effort, et ça m'a beaucoup touché de voir, si vous voulez, que il y a un côté aux États-Unis un peu folklorique, quelques milliardaires qui protestent parce qu'ils payent pas assez d'impôts. C'est un vrai mouvement, mais je l'avais encore jamais vu perçu comme ça. Si vous voulez, en France, ça m'a vraiment touché. Mais François, c'est extraordinaire, parce que quand j'ai lu l'entretien aujourd'hui, je me suis dit, mais
C'est extraordinaire d'entendre, parce que au-delà de ce que vous avez dit, j'ai bien aimé l'idée de passer de l'économique au digne. Quelqu'un qui vient dire, mais qu'est-ce qu'on peut proposer comme salaire décent? Et c'est extraordinaire. Et il répond à toutes les questions, notamment sur l'écart entre le grand patron. Bien sûr. Sébastien Ménard. Mais le prix de la dignité, puisque c'est de ça dont il s'agit, encore faut-il pouvoir le faire, être en capacité de le faire. Je sais bien, Sébastien, bien sûr. Il y a énormément de petits patrons qui sont d'ailleurs petits uniquement par la taille de leur entreprise, mais qui sont parfois de grands patrons dans des toutes petites entités qui rêveraient. Et je le dis la main sur le cœur, d'augmenter ostensiblement leurs camarades de travail et de besogne. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas le faire. Non, mais Sébastien, moi j'entends ce que vous dites. Hein. Je ne dis pas ça pour faire la morale à tous les chefs d'entreprise. Je dis juste que quand Michelin, un grand patron comme Michelin, si vous voulez, parle de cette manière-là, et je rejoins Florent ce que disait... Ménégo, c'est bien Florent Ménégo, voilà, pardonnez-moi, Florent Ménégo, je cherchais depuis tout à l'heure son nom et son prénom. Quand Florent Ménégo parle comme ça, d'une certaine manière, il va créer un nouveau climat, et c'est aussi un climat qui peut influencer aussi les gens qui nous dirigent, créer des émules non seulement, mais qui peut aussi influencer. Je pense c'est la marque qu'on est dans le changement de quelque chose. Et donc, mais c'est pas du tout pour culpabiliser tous ceux qui peuvent pas le faire. Je trouve ça grandiose. C'était un pneu intéressant, votre tour de table. Là, je vous remercie. Et vous en avez pensé quoi? Parce que vous avez vous avez aimé cette interview de Michelin. Vous aussi, Cécile. J'ai l'impression que ça a été unanime. J'avais l'impression de lire. Je dis non, on n'est pas le 1er avril. Mais vous savez que dans des moments comme ça fait du bien. Voilà. Oui. Je suis assez d'accord avec vous. Je pense qu'on le ressent encore plus fort. Voilà, on le ressent encore plus fort que la situation est terriblement difficile, en fait. Je vais passer un coup de fil à Patrick Roger. Je vous appelle, je reviens dans un instant. Allez, petite pause. Merci pour ces sujets. Bien sûr. Oui, bonjour Patrick. Je voudrais le salaire de Philippe David. Plus le mien, bien sûr. Allez, à tout. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix chaque jour de 17h à 19h, 0826 300 300, ce numéro que vous pouvez composer, bien entendu. Zach est avec nous aujourd'hui, le tour de table de l'actu des vraies voix. Et c'est au tour du petit dernier, Sébastien Ménard, le petit jeune de la famille, sur un sujet, les stagiaires. Puisque je suis le stagiaire des vraies voix depuis un certain nombre de mois maintenant. Vous allez passer alternant, vous inquiétez pas. Merci. Non, c'est pas un apprenti, hein. J'ai choisi ce sujet parce que la problématique des stagiaires adresse un sujet générationnel qui est cette jeunesse qui cherche à nourrir leur expérience professionnelle, souvent à valider leur diplôme, et j'ai fait pour la première fois depuis fort longtemps moi-même. Donc j'ai posté une annonce pour chercher 4 stagiaires sur un grand réseau mondial de petites annonces professionnelles, et j'ai été extrêmement surpris par plusieurs choses. La première, c'est que je suis souvent le premier dans des dîners en ville à dire que notre jeunesse lit moins que nous, est inculte ou acculturée, etc. Souvent, je l'ai dit et je le regrette parce que je pense l'avoir dit à tort. J'ai eu en face de moi, déjà j'ai reçu, pour vous dire le niveau, j'ai posté une annonce, j'ai eu 390 CV. Ah oui. Voilà. Pour des offres de stage de 3 mois. Mais il parle du Sébastien Ménard des vraies voix. Je ne connais pas. Voilà, tout à fait. C'est sûr. Ami de Françoise de Gois. C'est évidemment Cécile de Ménibus. À la base, accessoirement. Ami de Françoise de Gois, c'est plutôt repoussoir. Mais bon, j'ai tiré à l'heure où effectivement on a parlé dans cette émission du jour de la problématique des délinquants, de cette jeunesse un petit peu qui part en vrille. Moi, le premier enseignement, c'est qu'on a des jeunes qui sont extrêmement motivés pour avoir une première expérience professionnelle. Ça, c'est mon premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que malheureusement, mes camarades de jeu, patrons, leur donnent peu de chance. En fait, on voit des gamins qui ont de l'expérience professionnelle, mais sur des petits boulots.
Alors voilà, alors c'est sûr que quand on fait, on est en 3e école de commerce et que les seules expériences qu'on a eues, c'est d'être, pardonnez-moi, travailler dans des fast-food ou travailler pour des sociétés anglo-saxonnes de livraison, etc. Je me dis que ça c'est le 2e enseignement. Donc 1, vous avez des jeunes extrêmement motivés, chers collègues. 2, vous avez des jeunes qui manquent d'expérience. Et si quelque part on ne leur tend pas la main, on leur donne pas la possibilité d'avoir une réelle expérience professionnelle dans leur secteur d'activité et en rapport avec leurs aspirations académiques, intellectuelles, etc., ils n'y arriveront pas. 3e élément, sur 370, 380, j'ai à peu près plus de 320 jeunes avec des noms à consonance étrangère. Voilà. Non, mais c'est bien parce que vous les rejetez pas. Et exactement. Ça, franchement, et je pourrais pas prendre tout le monde, je précise. Moi, 390. Non, mais c'est génial. C'est peut-être pas un repoussoir. Et toi, t'appelais Mohamed ou Fatima. Absolument pas. Ce qui compte, c'est à la fois la motivation, la capacité à se présenter, vraiment la probité aussi et l'affinité du diplôme de l'itinéraire par rapport aux missions que je peux proposer. Et le dernier enseignement, c'est que je suis passé donc ce jour à l'étape qui n'est pas qu'une étape de prise de contact. Cette fois, je les avais en visio en face de moi, etc., pour passer les entretiens. On a des jeunes formidables qui savent se présenter, qui savent tenir une discussion. Je leur ai même demandé, j'en ai reçu 10 aujourd'hui en visio, à chaque fois 30 minutes, c'était pas 35 minutes, c'était pas 15 minutes, c'est 30 minutes chacune. Et je leur ai demandé à la fin, envoyez-moi votre convention de stage pour qu'on puisse regarder si juridiquement ça peut coller avec ce qu'on peut proposer. Et 2, je vous demande de m'envoyer un dossier que vous avez fait, que vous avez vraiment fait, en rapport, évidemment, je cherchais des stagiaires en marketing et communication. Et je peux vous assurer que, quelle que soit l'école, j'ai le SCP, j'ai l'EDC, mais les dossiers sont de très bonne facture. Voilà. Donc c'est super. Voilà, non, mais je voulais le dire. On a que des bonnes nouvelles dans les tours de table. Nous, on a des super stagiaires chez nous. Oui, c'est vrai. Parce que cette France qui a nécessairement, qui étudie, qui travaille, qui galère, il faut lui tendre la main, et je pense que ça vaut vraiment le coup de le faire et de le dire. J'adore cette image de la jeunesse. Merci Sébastien, parce que moi je me fais ramasser en permanence, je vous ai souvent raconté, par toute la jeunesse de ma tribu, parce que on se rend même pas compte, nous les boomers, comment on parle d'eux, quoi. C'est-à-dire que le bac, ils l'ont eu, mais dans une pochette surprise, ça leur est insupportable, parce que ils ont pas du tout cet esprit-là, et c'est magnifique. Bravo Sébastien, ça me fait du bien, moi, d'entendre ça. Philippe Bilger, cette jeunesse triomphale qui travaille et qui vient des quartiers en plus, ça vous inspire, ça? J'aurais eu tendance à être plus pessimiste. Dans le micro. Mais vous êtes toujours plus pessimiste, pourquoi? Peut-être parce que je suis plus lucide. Mais j'ai dit à mon début de tour de table. Sur 390, on a une chance d'en trouver un ou deux de valables, tout de même. Bon, de toute façon, je vous en envoie 4 ou 5, vous inquiétez pas, vous allez être bien entourés. Des jeunes petits stagiaires, ça vous plairait pas, ça? Oui, absolument, bien sûr. Non, mais moi, c'est pour ça que j'en profite pour dire que ceux que nous avons à Sud Radio sont formidables. Ils sont drôles. Ils sont polis, ils bossent, ils sont efficaces. Et contrairement à d'autres, ils reconnaissent mes capacités à bien faire un pronostic pour un match. On va tous les licencier. Je retire ce que j'ai dit. Non, c'est parce qu'ils sont d'une démagogie. Non, ils connaissent quelque chose. C'est ça. Ils savent vous parler, Philippe David. Moi, j'adore cette expression. Moi, ils me trouvent formidable, c'est pour vous dire, ça peut mentir. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant. À tout de suite avec le grand débat, le coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci d'être avec nous. Les vraies voix jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Sébastien Manard et bien entendu avec Philippe David. Ça va, Philippe David? Ça va très bien. On se raconte de belles histoires comme Sébastien Ménard, c'est beau. Ouais, c'est beau. On aime ça. Allez tout de suite le coup de projecteur de nos vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Comment accepter cette spirale, ce déferlement, cette addiction d'une partie de nos adolescents à la violence? À 12 ans ou 13 ans, on n'a rien à faire dans la rue la journée. La place est à l'école. Quand un jeune commet des dégâts, nous viendrons désormais chercher les 2 parents pour payer les réparations. Je crois aussi que lorsqu'on gêne les cours, lorsqu'on défie l'autorité, lorsqu'on dégrade, qu'on menace, voire que l'on agresse, cela ne doit jamais rester sans conséquence. Et cela ne peut pas rester sans conséquence s'agissant des examens et des bulletins scolaires.
Et le Premier ministre Gabriel Attal s'est déplacé à Viry-Châtillon dans l'Essonne, ébranlé par la mort de Shemseddine, 15 ans, où il a dévoilé son plan pour prôner un sursaut d'autorité auprès d'une partie de la jeunesse, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que ce Grenelle annoncé pour les 100 jours de Gabriel Attal à Matignon, c'est un coup de com'? Est-ce que le gouvernement est prêt à faire face à la montée de la violence des mineurs? Est-ce que vous craignez que ce Grenelle finisse comme les cahiers des doléances des Gilets jaunes, c'est-à-dire dans les archives des préfectures? Et à cette question, Grenelle sur la violence des mineurs, y a-t-il une prise de conscience? Vous dites non à 90%, vous voulez réagir. Le 0826 300 300. Et on va en parler avec nos vraies voix, justement. Philippe Bilger, le fait de la mise en place d'un Grenelle sur la violence des mineurs, est-ce que c'est une prise de conscience? Alors, moi, je ne crois pas, mais vous allez, là, je vais retomber dans ma dilection très relative pour Gabriel Attal. Dilection très relative. Et dans la manière dont le président de la République brouille les messages les plus clairs. Gabriel Attal, à Viry-Châtillon, a fait un discours dont le principe est excellent. Il a proposé un certain nombre de choses qui ont la faiblesse, évidemment, de dépendre de l'exécution d'autres instances et d'autres institutions. Il ne peut promettre que ce que lui-même peut tenir, parce que la justice, malheureusement, parfois ne mène pas correctement à son terme. Mais ce qui me gêne, c'est précisément cette idée du Grenelle pour les mineurs de la part du président de la République. C'est une manière de totalement brouiller le message. Ouais. Et c'est à chaque fois la même méthode avec Emmanuel Macron. Est-ce qu'il le fait délibérément pour, effacer ce qu'il y a de bien dans le message du Premier ministre, ou est-ce que c'est sa manière un peu étrange, confuse, et c'est étonnant de la part d'un homme intelligent, de noyer un poisson quand il est dépassé par lui. Je trouve que c'est dommage. Françoise, je trouve ça incroyable que vous soyez assez naïf pour essayer de dissocier Gabriel Attal d'Emmanuel Macron. Gabriel Attal, ce jeune homme, est rentré à 28 ans, est devenu, député à 28 ans, il est ministre depuis 7 ans, il participe de la politique de ce gouvernement, il s'est toujours échappé, c'est ça qui est intéressant, avant d'avoir quelque chose qu'on puisse lui reprocher, mais il est comptable de la dette, je vous rappelle qu'il a été ministre du budget, il est comptable aussi de la situation à l'école, c'est pas parce qu'il est resté 6 mois en déclarant 3 trucs sur la baya que ça a changé quelque chose, non mais je trouve ça incroyable, la fascination. Je regardais d'ailleurs les enquêtes publiées aujourd'hui. C'est marrant comme ce sont les seniors qui adorent Gabriel Attal, alors que la jeunesse, les 18-35 ans, ne l'aiment pas. Parce que ils considèrent que ils sont très très peu proches de lui, parce qu'ils voient probablement les trucs et les ficelles. Excusez-moi, le Grenelle, et bien sûr que je vais pas défendre Emmanuel Macron, pas du tout, mais c'est les deux mêmes faces d'une même pièce. Vous comprenez bien que si vous voulez changer l'ordonnance de 45, de toute façon, vous le ferez pas en claquant des doigts. Bien sûr qu'il faut des concertations. Et là où je suis, j'arrive pas à comprendre comment vous ne voyez pas que ce sont les mêmes, et à quel point Gabriel Attal essaie de nous faire croire que toute son action et son génie seraient entravés par Emmanuel Macron. C'est ça qu'il essaie de nous faire croire. Mais la réalité, si vous voulez, c'est que la moitié des trucs qu'il a proposés, ça existe déjà. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui me révulse, nous sommes dans des drames, nous sommes dans la mort, et vous avez un Premier ministre qui continue à faire de la communication en calquant comme par hasard son fameux Grenelle et ses débats strictement sur le calendrier électoral, parce qu'il ne veut pas prendre une dérouillée du Rassemblement national qui est à 32% pendant que leur candidate est à 17%, et qu'ils se demandent bien par quels moyens ils vont arriver à résorber cet écart. Eh bien c'est ça qu'il faudrait dénoncer, parce que dans les mesures, à part l'internat que j'aime bien, franchement Parcoursup, tamponner, fauteur de troubles, c'est du name and shame, mais en plus de ça sera cassé devant les tribunaux parce que c'est la discrimination pure et simple. Sébastien Ménard. La parole est à la défense. Après le réquisitoire. Vous n'avez pas une dilection modérée, vous. Ouais, non, mais il est modéré. Ça n'a rien à voir. Philippe Bilger, il est lucide sur Gabriel Attal. C'est là où je suis d'accord avec Françoise, c'est que il n'y a pas de différence entre le Premier ministre et le président de la République. Voilà. Bon, de ce point de vue-là, on peut pas, mon cher Philippe Bilger, qui ne me regarde pas, qui est en train d'envoyer un SMS à il est en train d'écrire à Attal. Voilà, j'ai bien compris. Le gros mensonge.
Voilà, passez-lui mes amitiés. Les miennes aussi d'ailleurs, il y croira pas beaucoup, mais bon. Les miennes plus que les vôtres, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais non, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de différence. La réalité, c'est qu'on est effectivement face à des actes, une recrudescence de l'hyperviolence, voilà, évidemment, on a toujours eu tendance politiquement, en tout cas au centre de l'échiquier, ou j'irais à la gauche du centre de l'échiquier, même à la droite du centre de l'échiquier, à ne pas être capable de mettre des mots sur des mots, mettre des mots durs sur des situations que partagent nos concitoyens et nos concitoyennes. Bon, bah là, pour le coup, on va pas reprocher à Gabriel Attal, que ça soit, ma chère Françoise de Gois, de la communication ou pas, de dire ce qu'il se passe, et surtout de dire ce que ne veut plus qu'il se passe. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Sarkozy 2007, nettoyer au Karcher, ça fait 15 ans que la droite dit la même chose. Gabriel Attal, c'est pas Nicolas Sarkozy écoutez, non plus. On n'en est pas loin, excusez-moi de vous le dire, mais ça fait 15 ans que les politiques disent la même chose. Une fois qu'on... Oui, mais c'est pas... 15 ans mais sérieux, y compris la gauche, je suis désolé de vous le dire. Ce qui est intéressant au-delà, parce qu'évidemment, tout ça repose sur un drame humain, enfin, faut quand même pas l'oublier. C'est que des drames humains. À répétition, mais là, en l'occurrence, il s'agit d'un déplacement. Là, il s'agit d'un déplacement du Premier ministre sur un lieu où s'est joué un drame de vie, où quelqu'un a perdu la vie. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement grave. Voilà. Mais il n'en demeure pas moins, ce qui est quand même, encore une fois, pour le coup, et soulignons-le, intéressant, c'est que la classe politique, dans son ensemble, dit ça suffit. Ça suffit. Voilà, le laxisme, ça suffit. L'angélisme, ça suffit. Le ninisme, ça suffit. Il faut que ça change. Mais Philippe Bilger. Donc, merci de démontrer que j'ai raison. Vous avez raison sur quoi ? Je n'ai jamais entendu dire Emmanuel Macron. Ça suffit. Mais bien sûr que si. Mais non, François. Mais comment vous arrivez à pas voir sur le plan de la tactique et sur le plan de la stratégie, je ne dis pas que Gabriel Attal est en train de porter sur ses épaules la politique de la France. Mais je crois que c'est exagéré de penser qu'il n'y a pas de différence entre... Vous savez, toute la propagande et tout le travail de la communication autour de Gabriel Attal, on les connaît parfaitement bien, Sébastien Ménard et moi, c'est d'essayer de nous faire croire qu'il est un homme neuf face à un président usé. Mais sérieusement, comment est-ce que vous pouvez... parce que c'est pas vrai. Mais pourquoi appelez-vous communication ce qui résulte? Écoutez, ce qui résulte de quoi? Mais qu'est-ce que... Lorsqu'il était... Énumérez-moi l'ensemble. On comprend plus rien. Alors, moi j'ai juste une question à vous poser qui va dans le sens de Philippe. Qu'est-ce qu'il vous fait dire que Gabriel Attal n'a pas envie de s'émanciper et que quand il voit s'émanciper, mais je finis, Emmanuel Macron se dit il est en train d'avancer et je vais rajouter quelque chose dessus et finalement le couvrir d'un socle. La parole au docteur en macronisme. Non mais c'est croire que Gabriel Attal a besoin de s'émanciper, c'est méconnaître la vie politique française et notamment le macronisme en particulier. Et pourquoi pas? Parce que Gabriel Attal doit tout au président de la République. Il faut juste être lucide. Parce que ça s'est jamais vu des couteaux dans le dos. Il a 6 mois, il a 33 ans. Vous pensez vraiment que Gabriel Attal... on peut se poser la question. Bien sûr, vous pensez vraiment que Gabriel Attal commettrait l'erreur stratégique aujourd'hui de donner les sentiments qu'il veut s'émanciper? Il faut arrêter ces fariboles. Mais il y a 1000 signes qui le montrent. Parce que vous tombez complètement mais c'est incroyable d'être aussi intelligent et de tomber dans les trois mots de communication. Arrêtez aussi, ça suffit. Lorsqu'on examine les rapports entre Emmanuel Macron et Gabriel Attal, qu'est-ce que vous en savez des rapports? Laissez-le parler, François, s'il vous plaît. Comme vous. Non, plus que moi, je pense que j'en sais plus que vous sur ce sujet-là. Ouais. Non, mais et moi plus que Françoise. Non, mais moi plus. Laissez-le parler. Oui. Non. En tant que citoyen éclairé, Françoise, tout démontre que Gabriel Attal essaye de se créer son identité et que dire qu'il est le clone d'Emmanuel Macron, c'est une grave erreur. Mais pas le clone, il est le Premier ministre. On n'a pas dit qu'il était... Mais c'est le même, avec le talent en moins, mais il a la densité en moins. Mais écoutez, Philippe, je veux bien qu'on reprenne inlassablement, parce que ce que vous êtes en train de me dire, ça émane des déjeuners, des dîners, des analyses hyper pointues de certains éditorialistes, mon Dieu, biaisés de
rumeurs qui sont toutes fournies par Matignon. Bien sûr que... mais ou d'ailleurs. Excusez-moi, ou de l'Élysée d'ailleurs. Comment pouvez-vous imaginer que Gabriel Attal, qui a 33 ans, qui est absolument esseulé parce qu'il a une majorité relative, comment vous pouvez imaginer qu'il va commencer à s'émanciper d'Emmanuel Macron? Mais ça n'a aucun sens. Mais vous oubliez une chose, ma chère Françoise, que Emmanuel Macron en 2027 ne se représente pas. Gabriel Attal sera même plus là pour le voir. Françoise de Gois. S'il s'émancipe trop, vous allez voir ce que ça va donner. Françoise de Gois, vous êtes une atalophobie crasse. Non, mais je suis pas une atalophobique. Mais c'est bien. Philippe David, mais je suis pas une atalophobique. Je veux juste dire que la politique, si vous voulez, ressort toujours de principes implacables. De la même manière que si Bardella fait 32%, comment pensez-vous qu'il va patienter la prochaine présidentielle? Non, il attendra pas. Il y a des. Vous vous rendez compte qu'on n'a pas laissé la parole à notre invité, quand même? Oui. Mais c'est qui notre invité? Il n'y en avait pas. Allez, merci d'avoir été. Là, j'ai eu peur, l'instant, mais elle est bête, celle-là, elle est bête. J'ai eu peur, elle est excellente. Allez, merci Philippe Bilger, pardon. Merci Françoise de Gois. Elle est trop forte. Merci Sébastien Ménard. Merci à vous. Dans un instant, les vraies voix qui font rouler la France. On revient dans un instant.